Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien dans C'est cadeau. C'est cadeau, c'est votre émission. C'est pour débattre et puis c'est aussi pour informer. Alors je vous le disais, nous sommes aujourd'hui avec un personnage hors du commun, un personnage romanesque qui a eu une vie également romanesque et j'ai vraiment un grand plaisir à recevoir ce soir mon invité. Je vais vous dévoiler son nom dans quelques instants. Il a 66 ans. Il est dans un milieu qui est celui des investisseurs immobiliers, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il va nous l'expliquer lui-même. Bonsoir Gilles Grimm. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau de C'est cadeau. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous également. Bon, alors, on va essayer de découvrir qui vous êtes, votre parcours, avec trois séquences, si vous le voulez bien. D'abord, votre parcours, parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec vous. Et commençons par ça, parce que c'est pas banal. Il y a des gens qui prennent leur retraite parfois le plus tard possible ou le plus tôt possible, et puis hop, ils s'arrêtent de travailler. Vous avez fait tout le contraire. Donc dites-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre vie d'avant, et puis on parlera bien sûr de la vie d'après. En fait, pour simplifier, je suis un rebelle, tout simplement. Depuis tout petit? Oui, je fais les choses à l'envers. D'accord. Si on me dit blanc, moi je dis noir. Donc, j'étais pas spécialement doué à l'école. Je préférais jouer de la guitare et aller me promener avec mes copains. Si bien que, arrivé à l'âge de 18 ans, je n'avais pas le baccalauréat et il fallait faire son service militaire. Et mon père, qui était sapeur-pompier, m'a conseillé vivement de faire le service militaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Sur ce, je me suis dit, si je reste à 18 ans, on est jeune, on connaît rien. Si je reste un an, je vais ressortir de là, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'ai opté pour un engagement. À l'époque, on pouvait s'engager. Pendant 5 ans. Et donc, j'ai fait ma première année de service militaire. Et ensuite, j'ai appris le métier de sapeur-pompier. Je suis resté en compagnie opérationnelle en permanence. J'ai commencé à faire des études. J'ai fait des études d'infirmier. J'ai donc servi aux ambulances de réanimation. J'ai participé à la fondation, également aux premières ambulances de réanimation en 1974 à Paris. Je suis resté quelques années. Ensuite, je suis parti en compagnie opérationnelle dans les sapeurs-pompiers, compagnie opérationnelle dans le centre de Paris, dans une caserne qui s'appelle la caserne Rousseau, là où il y a le Forum des Halles. Et vous êtes resté là jusqu'à l'âge de... Jusqu'à l'âge de 33 ans. Je suis resté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et ce qui est bien dans les pompiers, c'est qu'on apprend beaucoup de métiers. C'est un système en vase clos. On doit être capable de faire n'importe quoi. Pour vous donner une idée, dans une caserne, c'est comme une ville. Il y a un vaguemestre, il y a des cuisiniers, il y a un professeur de sport, il y a des instructeurs, il y a des conducteurs, il y a des gens qui savent réparer les véhicules. Donc c'est un microcosme, quoi, hein? Il y a tout. Donc on apprend à peu près tous les métiers, tout doucement. Et donc j'ai même passé un diplôme d'ingénieur en finale. Et donc j'ai décidé de rester et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le bout pour moi c'était 15 ans et 6 mois. Parce qu'à 15 ans et 6 mois, quand on est chez les pompiers, on a droit à sa retraite. Parce qu'à 15 ans et 6 mois, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans, je pouvais avoir une mini-indépendance financière et être en retraite à vie. Mais ce n'est pas une mince affaire, car quand on est dans un système comme le mien, vous avez sans doute lu le livre Père riche, Père pauvre. Eh bien, j'étais père pauvre, j'étais heureux dans la situation dans laquelle je me situais. J'avais tous les fins de mois, le 28, un salaire que je gérais. J'étais logé en caserne, donc pas de problème de loyer. Confortable, quoi. Très confortable, je pouvais partir en vacances, je sortais mes jours de repos avec mes amis, à Paris, etc. Donc j'étais conforté dans un bien-être qui pouvait durer. Mais voilà le problème. J'étais quelqu'un, donc comme je vous l'ai dit, qui était assez rebelle, j'avais toujours plein d'idées. Et à l'armée, il y a ce que l'on appelle les fiches d'idées nouvelles. Donc je donnais toujours des fiches d'idées nouvelles qui étaient prises par mes supérieurs qui s'appropriaient mes idées.
Et ça me plaisait pas. Et je me suis dit, Ça se le comprend. jour où je vais partir, je vais trouver un truc. Et le truc, je l'ai trouvé. Alors, Alors, je me suis dit, si je m'en vais, il va bien falloir quand même que je me loge quelque part. Et c'est là où l'aventure a commencé. Moi qui n'avais jamais emprunté de ma vie, qui avait mis un tout petit peu d'argent de côté, genre l'équivalent en euros de 5 000 euros peut-être, pas plus, j'ai cherché 6 mois avant de partir en retraite, ça s'appelle la période de reconversion, un appartement où loger dans Paris. Et j'en ai trouvé un. Quoi, on m'en a proposé un agent immobilier, un appartement à la hauteur de mes moyens, modeste, un rez-de-chaussée avec une cave. Comme ça, je pouvais faire une pièce supplémentaire dans la cave, ma chambre, une salle d'eau. Et donc, j'ai signé un compromis de vente, première fois de ma vie, pour donc devenir propriétaire. Mais dans le même temps, cet agent immobilier m'a proposé un deuxième appartement. Et j'étais allé voir la banque, et la banque m'a dit, on peut vous prêter. Et pour le deuxième également, on peut tout vous prêter. Alors, là, on est dans les années 75, 75, 80, non? Là, on est dans l'année 89. 89. J'ai 33 ans, je vais être propriétaire de mon premier appartement et voire d'un deuxième. Et C'est là où il y a une deuxième vie qui commence, quoi. c'est là où il y a une finalement, là, deuxième vie qui commence. Vous le savez pas encore, mais Je ça ne change sais pas tout. encore parce que le but, c'est d'être logé. Comme j'étais logé avant en caserne, c'est de me loger moi-même. Et là, le deuxième appartement, on pouvait le scinder en deux. Et en le scindant en deux et en le louant, ça me remboursait mes mensualités, les 2 mensualités, et c'était flat. C'est-à-dire, quand je dis flat, ça ne me coûtait rien. Et j'étais propriétaire de 2 appartements. Ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, ça, il faut continuer, quitte à aller voir d'autres banques. Et donc, j'en ai trouvé un deuxième et un troisième très rapidement. Et je suis allé voir d'autres banques parce que j'avais peur d'aller revoir la première, etc. Qui était la première, c'était la BNP, pour tout vous dire. Le deuxième, c'était le Crédit Lyonnais. Vous voyez, des banques normales, des banques nationales que l'on trouve partout. Et on m'a dit oui également, parce que j'avais présenté, en fait, mes fiches de paye, pas de retraité, parce que j'étais toujours pas retraité, mais de sapeur-pompier plein pot. C'est Donc, vrai que on quand on pouvait a me des fiches de prêter. paye de militaires ou de fonctionnaires, ça rassure Voilà, quand même ça le rassure. banquier, oui. Et donc, même principe, location, plus cher que les remboursements. Eh bien, figurez-vous qu'au bout du 4e appartement, j'avais autant en cash flow, le cash flow, c'est le bénéfice qui vous reste, Oui. le différentiel, que cette fameuse retraite que j'allais avoir. Est-ce que vous imaginez? J'avais travaillé 15 ans pour avoir une retraite, et là, en 6 mois, j'avais la même chose. Parce que les 4 premiers appartements, c'est en 6 mois. Oui. Effectivement, oui. Ça va très vite. Et donc, je me suis dit, maintenant, je sors des sapeurs-pompiers, il faut que je me trouve un métier pour Et il pouvoir était tout avoir trouvé, le métier. des fiches de paye. Là, il était tout oui, trouvé, ce mais métier-là, non? Je ne savais rien faire, moi, à part sapeur-pompier. Oui. Donc, Non, mais quand on a 4 appartements qu'on a acheté, qu'on se rend compte que finalement c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, on a trouvé son deuxième métier. Bernard, je suis complètement d'accord avec vous, mais il faut avoir un revenu, un salaire pour rassurer les banques, Bien et je sûr. n'en avais plus. Donc, j'ai trouvé un métier, c'était très compliqué de trouver, dans la sécurité, chose normale pour un sapeur-pompier. Et là, il y a eu une magie qui s'est opérée, car je suis rentré comme gardien à la Grande Arche de la Défense. Et 6 mois après, on cherchait un directeur. J'avais les diplômes qu'il fallait. Je me suis présenté. C'était un entretien. J'ai été reçu. Et mon dossier a plu. Et j'ai été sélectionné immédiatement. Et je suis devenu directeur de la Grande Arche, directeur technique donc, de la Grande Arche de la Défense. Donc un métier, Complètement des fiches de incroyable, paye, des bonnes fiches de la paye. possibilité de retourner voir le banquier, ou les banquiers. Les banquiers, la possibilité de les voir souvent. Donc, j'ai continué, je me suis dit, je vais m'arrêter à 10. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est un chiffre rond. Mais une fois 10, je me suis dit, quand même, le challenge, ce serait bien d'aller à L'appétit vient en mangeant, comme on dit. non 15, absolument. Et j'ai mis au point, au fur et à mesure, sur les 2 premières années, une technique d'investissement
avec le même type de matériaux pour faire des rénovations, avec le même type également de loyer, de surface, et ce, uniquement dans Paris. Ça s'appelle la rationalisation et l'industrialisation un petit peu. C'est l'industrialisation de l'immobilier pour moi, petit moyen, petite surface. Et oui, parce que je ne pouvais pas acheter des grandes surfaces, je n'avais pas les moyens. Et Mais l'histoire, elle a continué comme ça, au même rythme a continué au même rythme. De 15, je suis passé à 20, de 20 à 30, de 30 à 50. Et là, il m'est manqué une chose, il m'est manqué du temps. Du temps pour continuer d'investir. Et là, j'ai fait une chose que tout le monde trouve extraordinaire dans mon parcours, c'est que j'ai démissionné de la Grande Arche de la Défense avec un salaire très important pour trouver une place de gardien de parking à Levallois, à l'équivalent de 1 250 € par mois, mais où je ne travaillais que le samedi et dimanche, oui. Mais ça me laissait tout le temps. Ça s'appelle une prise de risque contrôlée, parce que de l'autre côté, vous aviez votre patrimoine qui... J'avais de l'immobilier. Qui était en train de grossir. Et je pouvais déjà en vivre, modestement, hein, mais je pouvais manger tous les jours. Il fallait payer un peu d'impôts quand même au passage, parce que quand on loue des appartements, alors certes il y a les travaux permettent de défiscaliser, etc., mais au bout d'un moment, quand le cash flow est positif, comme vous dites, les impôts se rappellent à votre bon souvenir et vous disent il faut payer quelque chose, non ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai continué d'investir. Voilà. C'est bien le piège, le serpent qui se mord la queue, car il y a une règle fiscale. Vous pouvez déduire l'intégralité des travaux que vous faites des revenus locatifs. Voilà. Et donc, moi, j'avais une toute petite retraite, donc je ne payais pas d'impôt sur ma retraite, en fait. Hein. C'était l'équivalent de 650 € par mois, voyez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'avais un gain de 30 000 € annuels, il fallait simplement que je fasse 30 000 € de travaux. C'est ce que j'ai fait en permanence. Mais c'est aussi ce qui vous a permis d'être à la tête d'un patrimoine absolument conséquent pour un particulier, si je puis dire. Totalement. On peut citer le chiffre du nombre de logements que... Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Absolument. Bon. Ça a été le pic ou c'est toujours encore le cas ? C'était le pic. J'ai vendu, j'ai arbitré entre-temps. Oui, un patrimoine, ça s'entretient. Ça s'entretient, ça s'arbitre, il y a des décisions à prendre. À un certain moment, il ne faut pas être que pierre, car si vous voulez un peu d'argent pour vivre, on ne vend pas 1 mètre carré. On est obligé de vendre un appartement complet. C'est ce qu'on dit, c'est le reproche qui vient assez souvent sur le placement immobilier. On dit qu'il a tous les avantages du monde, sauf un, c'est qu'il n'est pas liquide. On n'est pas liquide quand on est propriétaire d'un appartement. Oui. Mais il a le défaut de ses inconvénients. Donc vous avez diversifié un petit peu ? Donc j'ai diversifié pour être un petit peu liquide et pouvoir racheter. Et là, passer non plus au petit studio, j'en avais quand même une centaine. Mais attaquer, le Graal, qu'est-ce que c'est ? Les immeubles. Entiers, entre 20 et 40 appartements d'un coup et d'un seul. Alors là, plus de syndic d'immeuble, donc on contrôle complètement sa situation. L'expérience venant, on a la maîtrise donc plus complète de l'acquisition, de la gestion, des travaux. Et en fait, quelque part, on s'en sort gagnant. En plus, un immeuble, c'est vraiment le même travail qu'un studio, sauf qu'il y en a 40. Des studios à l'intérieur. Mais ils sont au même endroit et on maîtrise mieux. C'est beaucoup plus simple. On maîtrise mieux. Et donc, j'ai continué et j'ai eu jusque 23 SCI et immeubles. Chaque SCI étant propriétaire d'un immeuble uniquement. D'accord. Bon, alors, on ne va pas faire l'inventaire précis, mais au travers de ce que vous nous racontez, de ce que vous nous exposez, et merci pour cette transparence et pour cette franchise, parce que ce n'est pas toujours le cas. Non, mais merci beaucoup. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Gilles Grimm, que vous êtes un homme riche ? Je suis un homme qui peut vivre et qui vit de manière aisée. Je ne vais pas dire que je suis riche, parce que la richesse, c'est pas ça. La richesse, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi la culture, c'est la richesse d'esprit, c'est autre chose aussi. C'est tout un ensemble, pour moi. Oui, on est toujours le riche de quelqu'un ou le pauvre de quelqu'un de toute façon. Absolument. Et vous évoquez la richesse d'esprit. C'est aussi un sujet, moi, qui m'intéresse et qui m'a intéressé en discutant avec vous. C'est que vous auriez pu vous contenter. Alors d'abord, hein, on le redit, un parcours
extraordinaire, hors du commun, pour cet ancien pompier de Paris qui se retrouve maintenant parmi les plus gros investisseurs privés, on va le dire. Mais on peut se contenter de ce qu'on a. On accumule du capital, on va paupériser une partie peut-être, on va capitaliser autrement, et puis ça s'arrête là. Ben, Gilles Grimm, il a fait autre chose, il est allé plus loin parce que, et je voudrais bien que vous nous éclairiez là-dessus maintenant, vous n'êtes pas contenté donc d'accumuler ce capital, vous voulez en faire profiter les autres, non pas en donnant ce que vous avez acquis, mais en expliquant et en essayant d'éveiller des vocations. Et finalement, en délivrant un message simple, c'est que c'est possible, ce qui a été possible pour vous est possible aussi pour d'autres, non ? Absolument. Je l'ai fait moi-même alors que je n'étais pas du tout averti. Maintenant, je suis beaucoup plus averti, automatiquement. J'ai tellement eu d'échecs que j'ai trébuché, que ça s'est transformé en succès, en expérience également. Et je me suis dit, ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être propriétaire. C'est pas compliqué, puisque j'ai été moi-même propriétaire avec très peu de revenus, très peu de salaire. Au moins propriétaire d'un appartement, c'est possible pour tout le monde. Il suffit de savoir trouver le bien qu'il faut et de monter le bon dossier bancaire pour qu'il soit accepté. Donc, j'ai décidé de faire des cours de formation pour apprendre à ceux qui veulent investir, des primo-accédants, la technique, comment faire, comment prospecter, comment choisir une entreprise, comment trouver un bien adéquat à ce qu'on veut faire, comment le louer. Donc vous partagez votre expérience. Et je partage mon expérience au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe Élite aujourd'hui, car ce groupe, maintenant, chaque personne qui est rentrée possède plusieurs appartements. Il y en a même qui en ont acheté 40 à 50. Il y a combien de personnes qui vous suivent tous les jours, régulièrement ? Moi, je suis impressionné aussi par ces chiffres-là. Sur YouTube, quand je poste une vidéo, quelquefois, j'ai eu jusqu'à 40 000 personnes qui regardent et qui mettent donc des appréciations. Je n'ai pas d'appréciation négative, tout se passe très bien. Et j'ai réellement eu, au total, en ce moment, plus de 650 000 vues, quoi. 650 000 qui est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. Voyez-vous, et dans ces vues-là, les gens suivent ce que je leur dis, et il y en a qui m'appellent ou qui me passent un message en me disant « j'ai fait comme vous, j'en ai déjà 2 ». Et des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans. J'en connais un à 18 ans, il avait déjà 18 appartements. Waouh. Et à 20 ans, 20 appartements. Donc ça, c'est gratifiant de partager. Ah oui, moi je suis heureux de la réussite des autres. Alors, on a des questions qui nous arrivent, justement, et vous venez quasiment de répondre à la première, puisque la première, c'est « Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui ?» La réponse est oui. La réponse est oui, et j'ai une phrase, je dis toujours « Je n'ai qu'un objectif, c'est que vous atteigniez le vôtre. » C'est possible. Belle formule, oui. C'est possible, sans problème particulier. Pourtant, il y a quand même des tensions sur le marché du crédit en ce moment. On dit que même si les taux sont très bas, c'est pas toujours facile, notamment pour les jeunes. On va leur demander un apport personnel, quelque chose. Bon, malgré tout ça, vous dites, et celles et ceux qui nous regardent, c'est aussi ça qu'il faut leur dire, c'est encore possible. Un apport personnel, si vraiment la banque le demande, ce qui n'est pas dit non plus, il y a des banques qui ne demandent pas d'apport personnel, mais si elle le demande, on peut l'emprunter, cet apport. On peut faire un emprunt personnel sur 7 ou 8 ans. 10 000 €. Et le voilà l'apport. Bravo. Alors, deuxième question. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais je vous laisse nous la donner. Si c'était à refaire, je le referais multiplié par 10 peut-être. Ah oui. Sachant quel est le résultat en finale, j'étais loin de me douter que l'immobilier allait augmenter comme ça aussi. L'immobilier, depuis 1900, a augmenté de 10 000 fois quand même. C'est énorme. Et depuis à peu près 30 ans, facilement 7 à 10 fois. Moi, je n'étais pas parti sur ce principe-là. J'étais parti que ça devait s'auto-payer en bon père de famille, me faire un petit patrimoine et une retraite sympathique. C'est tout. Mais là, l'immobilier a été multiplié par 7 ou 8. Ça change la donne. Ce sera à refaire, oui. Je mettrai le turbo. En fait, le déficit de logement, parce que je le dis souvent sur PDA TV, il y a un vrai déficit de logement en France. Il n'y a pas assez de logements, il y a beaucoup de demandes. Finalement, c'est votre allié, parce que c'est ça aussi qui a fait grimper les prix. C'est aussi l'appétence des Français vers l'immobilier. Donc vous vous êtes retrouvés dans une conjoncture, l'alignement des bonnes planètes au bon moment. Et vous nous dites, si c'était à refaire, je referais
encore plus et encore mieux. Absolument. Et en parlant du déficit de logement, vous avez totalement raison, car maintenant, la vogue, c'est de faire de la colocation. Les gens habitent 2 par 2 pour payer moins cher. Vous voyez, il manque des logements. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous sécurisez un peu plus vos loyers, parce que quand il y a 2 personnes pour payer un loyer, c'est peut-être plus confortable que s'il n'y en a qu'une seule, non? C'est ça, mais moi je ne fais pas de la colocation. Je reste dans ce que je sais faire, c'est-à-dire un appartement à un locataire. D'accord. Alors, autre question, là aussi, si c'est secret, bien évidemment, gardez le secret pour vous, mais comme on est dans cette émission, dans ces cadeaux, j'espère que vous nous ferez partager cela. Quel est votre prochain projet, Gilles Grimm? J'ai beaucoup de projets. Mon prochain projet, c'est de continuer de voyager. J'ai voyagé beaucoup, je voudrais continuer à connaître le monde, Vous êtes un la globe-trotteur. culture, oui. Dès que j'ai du temps disponible, je prends un avion et je vais visiter un pays. Et le prochain projet, j'ai toujours rêvé de peindre. Donc je vais peindre. Voilà. On évoquait tout à l'heure la richesse qui n'est pas que la richesse financière. Ça fait partie justement de ce que vous décriviez, c'est-à-dire la richesse personnelle, artistique, se faire plaisir, l'estime de soi. Totalement. C'est un petit peu ça. Et à ce niveau-là, je me suis fait également plaisir parce qu'avec l'argent que j'ai pu gagner dans l'immobilier, j'ai acheté des œuvres d'art. J'ai même ouvert 2 galeries d'art dans lesquelles je suis le samedi-dimanche, où je travaille donc tout le temps en fait. Du lundi au lundi, je travaille. Oui, vous savez pas ce que c'est que de ne pas travailler, vous. Non, Bon. sinon je m'ennuie. Oui. Vous savez ce qu'on dit des œuvres d'art et de la plus belle œuvre d'art du monde. On dit que la plus belle œuvre d'art du monde appartient à celui qui la regarde et qui la contemple. Donc Totalement. vous êtes à la fois le propriétaire physique et en même temps elle vous appartient parce que vous la contemplez chaque fois que Absolument. vous passez dans votre galerie. Tout en sachant que dans la vie, nous sommes des passeurs, dans ce cas pour la formation, mais aussi des passants. Bien sûr, bien sûr. Ça, ce sont des très belles formules. Alors, il y a 2 dernières questions, mais je ne peux pas ne pas vous les poser. L'actualité aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous dit on va faire ce qu'on appelle le système du loyer abordable et on va dire aux bailleurs privés, si vous baissez suffisamment le montant des loyers de vos appartements ou de votre appartement, vous aurez en contrepartie un avantage fiscal, notamment sur la taxe foncière. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça ? Écoutez, la taxe foncière, un avantage fiscal sur la taxe foncière, il faut le voir. Je ne sais pas si je peux y croire également. Les gouvernements changent, les idées changent à chaque fois. On ne peut pas dire que ce soit toujours évolutif. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il y aura toujours des contrôles fiscaux aussi. Et je crois que les gouvernements essayent de trouver des solutions pour loger. C'est un peu à votre bon cœur, messieurs, dames. C'est un peu un aveu d'échec finalement de la part d'un gouvernement, parce que quand on dit je vais vous inciter fiscalement à louer moins cher, ça veut dire qu'on n'a pas su créer l'environnement global de logement, avec notamment des logements suffisants pour que les loyers n'explosent pas, non ? Totalement. On fait l'encadrement des loyers, on fait ceci, enfin, ça paraît quand même finalement loin du bon sens. C'est continuer aussi à aider en permanence les gens, à subvenir aux besoins qui ne sont pas capables de subvenir eux-mêmes. Le meilleur moyen, ce serait de leur proposer d'accéder à la propriété. Et de leur faciliter l'accès à la propriété. Bien sûr, et là, il y a des techniques. Alors, vous me donnez l'occasion de vous poser la dernière question qui nous arrive, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous le savez, l'élection présidentielle 2022, c'est dans quelques mois. J'imagine, alors à titre personnel, moi je déplore que le logement n'ait pas sa place, ou en tout cas la place que j'aimerais qu'il soit la sienne dans ce débat pour l'instant. Il y a encore quelques semaines et quelques mois de débat, on verra bien. Mais vous, de votre côté, Gilles Grimm, si vous aviez, vous savez qu'on va recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle sur le plateau de ces cadeaux et chez PDA TV, non je plaisante, mais ils sont les bienvenus en tout cas. Si vous aviez quelque chose à leur dire ou à leur demander, ou à leur suggérer, qu'est-ce que ça serait pour que ça aille mieux dans l'immobilier, que les gens puissent mieux se loger et que tout le monde soit content? Alors c'est facile, ce serait basé sur 2 points. Les retraites aujourd'hui sont un peu aléatoires. Vous avez vu, on n'arrête pas d'en parler. Et elles risquent de baisser. Ça risque de baisser. Je ferai en sorte que chaque personne puisse être propriétaire de son logement. Il existe bien la garantie visale pour les locataires. Pourquoi pas le gouvernement se porterait garant pour des prêts immobiliers, également pour ceux qui veulent investir. Ce serait une solution. À terme, ce ne serait pas demain matin, mais au bout d'1 ou 2 générations, tout le monde serait propriétaire de son appartement, voire plusieurs pour en louer un, et ne plus dépendre
de la retraite spécialement, dépendre de soi-même, de fabriquer soi-même sa propre retraite et d'avoir sa propre résidence principale. Il est dit dans les statistiques que les Français rêvent et adorent la pierre et voudraient tous être propriétaires. Eh bien, allons-y. Eh bien alors, on va terminer là-dessus. Moi, je vous promets que je vais passer cette idée et je la proposerai quand on rencontrera les candidats à la présidentielle. Merci infiniment, Gilles Grimm. Je vous l'avais dit, c'est un personnage hors du commun, un personnage de roman. J'imagine qu'au travers de ces 26 minutes que nous venons de passer ensemble, vous aurez pu découvrir Gilles Grimm, sa personnalité, sa sensibilité, ses envies, son projet qui était un petit peu fou. Alors je ne lui ai pas dit encore, mais il le sait déjà. PDA, c'est Place des Audacieux. Eh bien, j'étais absolument ravi de recevoir un audacieux, tout particulièrement ce soir, Gilles Grimm. Merci infiniment. À très bientôt.